conférence Grand âge et dépendance. Et nous allons accueillir le professeur Dominique Libaud. Alors Dominique Libaud, il est président du Haut Conseil au financement de la protection sociale et puis il est directeur de l'EN3S, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Alors, je vais vous présenter Dominique Libaud. Il est conseiller d'État. C'est un énarque diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a occupé la fonction de conseiller technique au cabinet de Simone Veil lorsque celle-ci était ministre des Affaires sociales et de la Santé et de la Ville. Il a exercé l'essentiel de sa carrière au sein de la direction de la sécurité sociale. Et puis, il a été nommé sous-directeur de l'accès aux soins en 1995, sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale. Et puis, en 2000, il a été adjoint au directeur Pierre-Louis Bras, auquel il a succédé en 2002. Et puis, il a été directeur de la sécurité sociale à partir de 2002. Il est désormais le directeur de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. C'est lui qui forme tous les cadres de la sécurité sociale, qu'il travaille au ministère ou dans les différentes instances, dans les différents établissements. C'est un expert, vous l'avez compris, à la fois dans les matières de sécurité sociale, mais aussi dans les matières de financement. Il a produit récemment un rapport qui a fait date sur le grand âge et la dépendance, dans lequel il fixe les grandes orientations de ce que pourrait être la future loi de réforme de la dépendance. Une loi qui a fait l'objet de plusieurs propositions dans les quinquennats successifs, une loi qui a toujours été promise, mais toujours été repoussée. C'est le fameux 5e risque. Toujours promise, toujours repoussée. Cette fois-ci, le président Macron avait promis que ce serait la bonne, mais là encore, le Covid est arrivé. Dans le nouveau gouvernement, il y a une ministre qui est à nouveau désignée pour se charger de la mise en œuvre de cette grande loi. Elle avait été invitée, malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous puisqu'elle a été retenue par d'autres obligations. Et c'est donc le rapporteur, celui qui conçoit le creuset de cette loi, que nous allons accueillir tout à l'heure. Dominique Libaud, bienvenue. Mais je vais laisser la parole à Daniel Guilherme, qui va nous parler des attentes de la Fédération nationale des infirmiers et de la manière dont les infirmiers libéraux pourraient intervenir et être utiles dans la prise en charge de la dépendance et puis participer à ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Merci. Merci. Effectivement, c'est un sujet qui touche beaucoup en fait la profession, ne serait-ce que dans son activité, son exercice quotidien. Aujourd'hui, en fait, l'enveloppe globale de la profession, elle doit être d'à peu près 8 milliards d'euros en dépenses, tout compris, pour les infirmières libérales. La moitié de cette enveloppe est consacrée à la prise en charge des personnes dépendantes. 4 milliards d'euros à peu près, dans lequel il y a effectivement les frais, mais on est à peu près on a une enveloppe qui est répartie de cette manière-là. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, avec la réforme qu'on a introduite au niveau de la prise en charge forfaitaire de cette dépendance, la mise en place du BSI, vous imaginez bien en fait que la loi grand âge nous intéresse. Elle nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que le sentiment qu'a le secteur libéral, bien souvent, c'est que les tutelles et particulièrement en fait nos politiques ont tendance à considérer que la prise en charge de la dépendance est réalisée par le secteur établissement, structure, EHPAD, SSIAD, etc. Or, aujourd'hui, 75% des personnes âgées de plus de 75 ans sont prises en charge par le secteur libéral. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux personnes âgées et à la dépendance uniquement dans les structures, on laisse sur le bord du chemin 75% de ces personnes dépendantes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point derrière, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, et d'ailleurs, c'était une des propositions qu'on a fait dans le discours au ministre, c'est amener en fait de la collaboration plutôt que de la concurrence.
Et on voit que la crise aujourd'hui, la crise et la pandémie a permis effectivement d'amener de la collaboration, et notamment dans les EHPAD. Le secteur libéral infirmier s'est mobilisé pour aller en renfort dans les EHPAD, pour aller demain peut-être renforcer aussi les équipes de dépistage, etc. Donc on s'inscrit, nous, dans cette dynamique-là. Donc on a des choses à faire ensemble. Et c'est vrai qu'on a aussi quelques attentes au niveau de cette loi grand âge, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 rapports qui président à l'émergence de cette loi. C'est le rapport de Dominique Libault et c'est le rapport de Myriam El Khomri. D'ailleurs, au passage, en fait, on aura reçu successivement et Myriam El Khomri et le professeur Libault à une année d'intervalle. Donc ça prouve l'intérêt qu'on a pour cette approche. Mais c'est vrai que notre inquiétude aujourd'hui est de constater que le secteur libéral infirmier n'est pas très intégré, en tout cas, ou en tout cas pas très reconnu dans cette prise en charge de la dépendance. Merci Daniel Guilhem. Dominique Libault, à nouveau, bienvenue. Merci de rejoindre et de nous rejoindre pour ce 60e congrès de la Fédération nationale des infirmiers. Vous êtes suivi en direct par quelques 900 infirmiers, infirmières libérales. À nouveau, merci à toutes et tous de nous suivre. Je rappelle qu'il vous est toujours possible, et nous le souhaitons tous, que vous posiez vos questions à Dominique Libault par l'intermédiaire du petit onglet qui se trouve quelque part au-dessus de ma tête et qui s'appelle poser vos questions. Dominique Libault, notre séquence va se dérouler en 2 étapes. Tout d'abord, je vais vous laisser la parole quelques instants et puis ensuite, c'est le jeu durant tout ce congrès. Je vais vous demander de répondre ensuite aux questions de l'ensemble des internautes qui nous suivent. Alors, Dominique Libault, tout d'abord, s'il vous plaît, en quelques minutes, je vais vous demander de nous présenter les conclusions, les propositions que vous avez mises en avant dans votre rapport qui a été le début et en tout cas le démarrage du commencement, en tout cas de cette réflexion sur la mise en œuvre de cette future grande loi, en tout cas que le gouvernement aspire de ses voeux, appelle de ses voeux sur la réforme de la dépendance. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'accueillir. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Parfaitement. En technique, bon, je suis déjà rassuré sur un point. Ensuite, oui, alors ça va être évidemment extrêmement ramassé puisque celles et ceux qui ont un peu suivi mon rapport et tout ceci, qui était un rapport issu d'une concertation, je le dis aussi, c'était une concertation avec l'ensemble des acteurs et ça a abouti à 175 propositions. Vous vous doutez que c'est un peu compliqué de résumer tout ça exactement en 10 minutes, mais je vais essayer de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire d'abord que notre société doit regarder en face le défi du grand âge. Le défi du grand âge, alors la crise Covid nous le rappelle, il l'a devant nous. Enfin, déjà, je disais, donc un rapport fait juste avant la crise Covid, mais on avait une sorte de déni du grand âge. C'est un peu les invisibles, les personnes très âgées, et il faut changer de regard sur le grand âge. Il faut changer pour la prise en charge aujourd'hui et pour la prise en charge demain, à la fois parce qu'on a un défi démographique, le triplement des personnes âgées de plus de 85 ans d'ici 2050, et donc ce défi du vieillissement, il est quand même devant nous, et si on n'anticipe pas, ça va être très problématique. Un défi aussi sur une meilleure espérance de vie en bonne santé, parce que nous avons une performance globale plutôt bonne sur l'espérance de vie, on le sait tous, mais pas si géniale que ça sur l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, il faut changer sans doute de stratégie sur ce sujet pour avoir une stratégie vers plus d'autonomie, de maintien des fonctions, comme nous appelle l'Organisation mondiale de la santé, notamment avec le programme dit ICOP. Et ensuite, troisième défi, c'est que finalement, nos concitoyens âgés et aussi les aidants ne sont pas si satisfaits que ça. C'était aussi ça qui est issu de la concertation, de l'ensemble des solutions ou du défaut de solutions quelquefois qui leur sont proposées. Et si j'ose dire, entre un choix un peu binaire entre oui, rester chez soi, mais pas toujours dans des conditions optimales, et notamment avec beaucoup d'isolement ressenti chez un grand nombre de personnes, et quand les sujets s'aggravent, un problème de coordination quelquefois des intervenants. Donc, ce n'est pas toujours possible, et un choix quelquefois subi, effectivement, d'arriver en institution. Et donc, une question fondamentale, c'est le respect du libre choix des personnes, le respect de la citoyenneté. C'est
ces éléments-là. Et ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, à savoir que évidemment, la plupart des personnes préfèrent le maintien à domicile. Et donc, une grande partie de mon rapport tourne autour de l'idée comment permettre réellement, effectivement, demain, un maintien à domicile, pas seulement de 75% de la population âgée, mais d'un nombre encore sans doute plus élevé, ou peut-être de trouver des alternatives. Et on parle aussi d'habitat intégré, d'habitat inclusif, d'un certain nombre de choses qui peuvent être des solutions donc entre rester dans son domicile habituel et le collectif, disons, qui est souvent mal ressenti. Alors, tout ceci, c'est décliné à un certain nombre de propositions et l'ensemble fait sens. Enfin, pour moi, c'est vraiment un ensemble global. Alors, donc, ce sujet du grand âge, et ensuite, je mets en avant quoi comme sujet? Le sujet des métiers. Alors, au-delà du métier infirmier, évidemment, c'est ça qui vous intéresse, mais je souligne globalement le problème de l'attractivité de tous les métiers autour du grand âge, que nous avons besoin de personnel qualifié. Nous avons besoin de personnel en nombre suffisant et qualifié pour faire face au sujet du grand âge. Et ce problème de valorisation des métiers, et honnêtement, je pense beaucoup aussi au sujet d'aide-soignant ou d'auxiliaire de vie, parce que le constat, c'est que là, quand on regarde donc ceux qui s'occupent de ces sujets, soit des gestionnaires, soit sur le sujet territorial, on a des vrais problèmes tout simplement de continuité du service, faute de moyens, donc qui sont, me semble-t-il, mais je suis prêt à en discuter, aujourd'hui un peu plus élevés que du côté du métier des infirmiers, qui, heureusement, me semble-t-il, a gardé un peu plus de capacité d'attractivité au jour d'aujourd'hui, même si je pense qu'il faut être extrêmement vigilant également sur ce sujet. Mais grosso modo, le sujet de l'attractivité des métiers, je le pose très fortement. Ensuite, les conditions du libre choix et les conditions du maintien à domicile, c'est la deuxième priorité que je mets. Et c'est un certain nombre d'éléments qui peuvent aller de question du logement, qui est aussi une question importante, jusqu'à effectivement comment on garantit à nos concitoyens des services de proximité sur l'ensemble du territoire qui permettent réellement ce maintien à domicile. Et donc, voilà, il y a beaucoup de propositions, et en tout cas, nécessite de redéfinir vraiment ceci comme un objectif prioritaire d'une politique du très grand âge, et notamment de cette nouvelle branche de la sécurité sociale qui est en train d'être créée, puisque je rappelle quand même, une des suites de mon rapport, c'est de créer une branche effectivement de la sécurité sociale, d'ores et déjà dans la loi de financement de la sécurité sociale en discussion, enfin qui a été discutée au Parlement. Les conditions du libre choix, c'est vraiment un élément important. Tout de suite après, je mets, et ça va ensemble, et vous l'avez aussi évoqué, les questions de coordination des acteurs. Parce que si je crois beaucoup, disons, au maintien à domicile, je pense aussi que ça ne va pas sans une meilleure coordination des acteurs. Alors, c'est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps, honnêtement, j'ai aussi participé au discours des précédents ministres de la Santé, que ce soit Marisol Touraine ou Agnès Buzyn, autour des sujets parcours. Voilà, parce que ça fait 10 ans que j'ai travaillé sur ces expérimentations de parcours, parce que je mets ça. Dans d'autres pays, on parle d'intégration de soins, vous savez. Donc, moi, j'aime bien mettre la personne au centre, de dire, bien sûr, l'intégration, je suis d'accord. Mais c'est pour l'idée, la finalité, c'est quoi? C'est de permettre à la personne d'être au cœur du parcours et de choisir son propre parcours de soins, de santé, de vie. C'est ça qui m'intéresse, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Mais ça, effectivement, sollicite une coordination des acteurs dans lequel, évidemment, les infirmiers ont une place majeure. Voilà, enfin, c'est évident que dans ces organisations nouvelles, on le sait, le suivi disons, régulier, la proximité, l'alerte, une partie quelquefois de la coordination, enfin voilà, le métier d'infirmier, mais ça, on pourra en débattre, et je pense, enfin, je suis aussi très à l'écoute de ce que vous pouvez me dire, mais je pense évidemment est central, et je pense tout à fait valorisé par ces nouvelles formes de travail. Voilà, et qui ne présument pas des organisations à mettre en place, et je le dis parce que je peux avoir des questions là-dessus, mais jamais je ne parle, par exemple, organisation libérale, salariée, tout ça, pour moi, ce n'est pas un sujet.
c'est pas un sujet. Le sujet, c'est comment, effectivement, on travaille ensemble. Et par exemple, j'avais travaillé avec la Haute Autorité de Santé sur un plan personnalisé de santé, comment on coordonne, et c'est totalement possible, évidemment, avec des infirmiers libéraux, bien évidemment. C'est pas du tout le sujet. Il y a une question de nouvelle offre pour concrétiser aussi le libre choix de la personne. Autour, je l'évoquais, l'EHPAD tel qu'il est n'est pas satisfaisant, enfin n'apparaît pas comme satisfaisant, y compris pour le gestionnaire d'EHPAD. Hein. Donc d'abord, c'est voilà, l'EHPAD, comment il s'ouvre à la vie. Il s'ouvre à la vie pour que la vie pénètre plus dans les EHPAD. Évidemment, quand je parle qu'on n'est pas en période de confinement, vous vous en doutez, mais aussi comment il s'ouvre pour effectivement, aujourd'hui, vous avez parlé dans le cadre de la crise des professionnels libéraux qui peuvent intervenir en EHPAD. Eh bien oui, on était face à un cloisonnement très très fort hein, des professionnels des interventions. Comment peut-on sur un territoire mieux organiser les choses, mais faire aussi que pour la personne, entrer en EHPAD, ce n'est pas forcément l'entrée définitive. Ça peut être un répit, ça peut être un hébergement temporaire, ça peut être de l'accueil de nuit pour soulager les dents. Voilà, c'est tous ces éléments-là, je pense, qui sont encore du décloisonnement qu'il nous faut inventer. Et voilà, il y a vraiment une nécessité de réinventer l'hébergement et ce qu'est l'EHPAD. Je vais terminer en disant il y a aussi le sujet de la lutte contre l'isolement de la personne âgée et des aidants. Vous le savez, beaucoup de personnes âgées ont une perception, enfin, sont isolées et surtout vivent mal cet isolement. Et cet isolement est un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Et là, j'arrive tout de suite aussi au 8e thème qui est la prévention. La prévention qui me semble extrêmement importante. J'ai parlé des résultats médiocres en espérance de vie en bonne santé. Et je souhaite qu'on investisse énormément sur la prévention, notamment sur le repérage de la fragilité. Et donc, j'adhère totalement aux approches, aux approches ICOP qui ont été popularisées en France, portées par Bruno Velas, et que Agnès Buzyn avait repris peu avant son départ du ministère, et donc il y a des appels sur ces sujets. Et je pense là aussi que, voilà, il y a certainement à réfléchir comment les uns et les autres peuvent participer à ces approches repérage de la fragilité et ensuite construction d'un parcours. Voilà, je terminerai en disant que vous doutez qu'il y a deux questions extrêmement compliquées dans ce sujet, parmi beaucoup d'autres. Le sujet de la gouvernance, avec une gouvernance un peu éclatée entre les ARS et les départements, et on ne peut pas dire qu'ils soient toujours d'accord sur comment piloter le rôle de chacun. Et puis le sujet du financement, et là vous vous doutez aussi que malheureusement la crise Covid ne facilite pas les choses, puisque les finances publiques, et notamment les finances sociales, sont dans un état évidemment très différent et malheureusement beaucoup plus dégradé que ça n'était avant la crise. Et donc, oui, comme vous le disiez, le gouvernement annonce et continue à annoncer fortement une loi grand âge. Je crois que ce n'est pas un mystère de dire qu'il y a un gros sujet qui est un peu compliqué, qui est le sujet du financement de cette politique dans les années à venir, parce que pour la valorisation des métiers, pour faire face au sujet démographique, pour aussi le sujet de reste à charge, qui quand même, on le sait aussi, reste élevé en EHPAD, notamment pour des familles modestes. Oui, faut être clair, effectivement, s'il n'y a pas un minimum de moyens financiers, on ne peut pas faire une politique du grand âge ambitieuse dans notre pays. Donc voilà, c'est des vrais choix compliqués. Et quand je dis ça, je ne dis pas seulement pour le pouvoir public, mais aussi pour nos concitoyens. Il faut porter dans le débat public que si on veut une politique du grand âge, il faut aussi sans doute mettre les moyens pour cette politique du grand âge. Merci beaucoup pour cette présentation et ce rappel rapide, Dominique Libaud, des grands axes de votre rapport. Alors, nous avons déjà beaucoup de questions qui arrivent concernant vos propos. Tout d'abord, en effet, plusieurs remarques qui soulignent, tout comme vous, et qui vont pleinement dans votre sens, Dominique Libaud, sur la nécessité d'améliorer les métiers soignants, mais aussi de créer de véritables managers pour favoriser notamment les encadrements, mais surtout
pour soutenir les aides à domicile, qui sont des métiers très défavorisés en milieu rural. On nous signale aussi, et ça c'était un des points forts, Dominique Libaud, de votre rapport, on souligne et plusieurs des participants vont dans votre sens sur la nécessité de coordonner les acteurs. Et là, quand on soulève le capot de la coordination, on en a dit un mot tout à l'heure au cours de notre séquence conventionnelle avec le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatome, puisque, comme vous le savez, il y a une négociation interprofessionnelle qui est en cours actuellement avec l'assurance maladie. Bien sûr, cette coordination, elle doit se faire avec l'ensemble des acteurs, mais parfois, elle est très compliquée. D'une part, quand il manque des acteurs, c'est le cas dans les déserts médicaux où il manque des médecins, mais aussi quand les choses sont difficiles et compliquées, quand il manque aussi des places en SIAD, quand il y a des contraintes financières, mais aussi quand certains SIAD peuvent ne pas tout à fait jouer le jeu et opérer une sélection des patients. Et d'ailleurs, c'est un des grands sujets que porte la Fédération nationale des infirmiers, qui est aujourd'hui d'améliorer les relations et de favoriser les interactions entre les SIAD et les infirmiers libéraux. Et je crois que c'est aussi un des enjeux de la prise en charge domiciliaire que vous traversez dans votre rapport. Voilà, oui, sur, disons, les constats, les enjeux, je crois qu'on partage effectivement des choses. Donc, merci de dire effectivement, hein, vous qui voyez les conditions effectivement de tous les auxiliaires à domicile et tout ça, effectivement, c'est des métiers qui ne sont pas valorisés. Et je pense que vraiment, c'est une nécessité vraiment de le rendre visible et de travailler sur ces sujets. Mais au-delà de ça, la coordination, ben oui, on retrouve ce sujet. Alors, ensuite, moi, je suis humble sur les conditions d'une coordination réussie parce que je pense vraiment qu'en fait, ça doit se travailler énormément sur les territoires. Bien sûr, il faut des instruments nationaux. On est dans ce système de convention nationale et je pense qu'il est tout à fait louable. Et effectivement, il faut des leviers, des outils pour valoriser et favoriser cette coordination. Et en même temps, je pense aussi que beaucoup de choses peuvent s'organiser sur des territoires et avec les acteurs eux-mêmes. Enfin, moi, je vois que là où ça marche, c'est finalement quand il y a des dynamiques territoriales qui permettent vraiment aux acteurs d'être partie prenante et puis de voir que leurs conditions de travail, d'intervention et que voilà, c'est mieux tout simplement et que on travaille mieux au service des personnes. Et je connais évidemment l'attachement tout simplement, hein, des professionnels de santé, des infirmiers, des aides-soignants, aux personnes avec lesquelles qui voient très régulièrement et tout ça. Enfin, voilà, c'est une donnée importante, hein, de ce métier. C'est des gens qu'on connaît, quoi, on va chez eux, on entre chez eux, on les voit régulièrement, etc., etc. Et je sais combien, finalement, la motivation tout simplement de mieux travailler ensemble au service de ces personnes, finalement, c'est quelque chose de fort. Et évidemment, ça n'exclut pas la valorisation financière de cette coordination, ces organisations, les outils technologiques aussi, hein, un peu, pour mieux travailler ensemble. Je trouve qu'on a, par exemple, à progresser sur l'interopérabilité des outils. Donc on a énormément de progrès encore à faire, certainement, sur tous ces domaines. Alors, vous parliez tout à l'heure de la satisfaction et de la nécessité, justement, à travers vos propositions, de répondre plus précisément aux attentes de ces personnes dépendantes qui vont en EHPAD, ou en tout cas de la nécessité de répondre aux attentes de nos concitoyens. Et parmi les remarques qui nous sont faites aujourd'hui par les infirmières libéraux qui nous suivent tout au long de cet après-midi de e-congrès de la Fédération nationale des infirmiers libéraux, plusieurs infirmiers nous font part de leur regret de ne pouvoir continuer à accompagner et à suivre les patients lorsqu'ils franchissent la barrière de l'EHPAD. Contrairement à ce qui se pratique pour les médecins traitants, les médecins qui, eux,
peuvent continuer à suivre leur patient dès lors que celui-ci rentre en EHPAD, puisque l'EHPAD, somme toute, est un substitut du domicile. Est-ce que ça fait partie des points qui pourraient être améliorés? Alors moi, franchement, je suis d'abord favorable aux innovations, aux expérimentations, à qu'on fasse des choses. Et tout ce qui est dans le décloisonnement m'intéresse. Bon. Alors évidemment, je vois bien qu'ensuite, oui, il y a des sujets sans doute pas toujours simples par rapport à l'organisation interne de l'EHPAD, etc. À voir. Je pense que, comme souvent, je pense qu'il faudrait démarrer peut-être sur des expérimentations. Je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si les articles 51, là, j'avoue que je permettrais d'envisager de construire des choses comme ça, mais moi, je pense que quand même les pouvoirs publics ont ouvert un certain nombre de possibilités, justement, de tester des choses nouvelles. Tout ce qui est sur le décloisonnement, parce que ce que vous dites sur les infirmiers, je le vois aussi sur des auxiliaires de vie. Enfin, et je trouve ça quand même hyper paradoxal. Et on a vécu d'ailleurs dans la première phase de confinement d'avoir des personnels en EHPAD quelquefois totalement débordés et on dit il n'y a pas les moyens, et puis d'avoir éventuellement, ce qui a été le cas dans un premier confinement, des personnes qui interviennent à domicile et qui étaient presque en sous-activité pour certaines. Donc tout ça n'est pas heureux. C'est aussi pour ça que je voudrais éventuellement qu'on mettre en place ce que j'appelle une nouvelle forme juridique sur un territoire qui crée un centre de ressources de personnes âgées, donc pas un EHPAD, mais quelque chose de plus large et sur lequel pourrait plus facilement faire travailler des professionnels donc, qui interviennent auprès des personnes, que ce soit à domicile ou en hébergement collectif, où on sait tous, il y a aussi les résidences-services qui sont intermédiaires, etc. Finalement, je trouve ça, c'est le même travail, et donc c'est absurde d'une certaine manière d'avoir une segmentation aussi forte des interventions. Alors avec peut-être, comme certains le proposent actuellement dans les réflexions qu'ils partagent avec nous à travers le chat, peut-être avec l'infirmière libérale, plus pilote de la coordination, plus pivot de la coordination, et peut-être la création de formations spécifiques, pourquoi pas un DU de prise en charge de la personne âgée. Daniel Guilherme, vous aviez une remarque à formuler à cette étape de la discussion qui touche déjà à son terme. Une remarque très rapidement, c'est qu'il y a quelques années, en fait, les professionnels infirmiers libéraux intervenaient dans les EHPAD. La mise en place en fait, d'une convention tripartite les en a éjectés, passez-moi l'expression, parce que c'est souvent ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Très clairement. Donc aujourd'hui, on voit effectivement que c'était peut-être une erreur parce que ces établissements sont restés sous-médicalisés et que cette sous-médicalisation, dans un contexte pandémique, eh ben, ça provoque ce qu'on a pu voir malheureusement. Donc aujourd'hui, il serait peut-être effectivement opportun de réfléchir aux possibilités de collaboration, de coordination en fait, au-delà des articles 51. Les articles 51, on peut les faire sur des délégations en fait, de modalités de financement dans le cadre du PLFSS 2018, par exemple, ou alors délégation de tâches dans le cadre des articles 51 loi HPST, mais c'est de leviers systémiques dont on a besoin. Et la convention tripartite qui avait cours entre le secteur libéral, les établissements, pas la convention tripartite, mais la collaboration entre le secteur libéral et les EHPAD il y a quelques années, était en fait quelque chose qui avait du sens. Et aujourd'hui, de rétablir à l'aune de ce qu'on a pu voir ce type de collaboration, donc abroger cette convention tripartite, serait de notre point de vue réouvrir les EHPAD, puisqu'on nous a demandé, nous en renfort dans les EHPAD aujourd'hui, réouvrir les EHPAD et améliorer la collaboration. Dernier point enfin que je voudrais souligner, c'est que l'approche domiciliaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, on a parlé de virage ambulatoire il y a quelque temps, quand on définissait la stratégie nationale de santé. Aujourd'hui, on en est à l'approche domiciliaire. Le soin ou la prise en charge des patients n'est qu'une composante de l'approche domiciliaire. Il y a des réflexions à entamer avec des architectes. Vous avez parlé du logement, Monsieur Libaud, avec des urbanistes peut-être. Mais en fait, l'approche domiciliaire a quelque chose de beaucoup plus large et dépasse largement le cadre du soin. Mais en tout état de cause, dans cette approche domiciliaire,
le système ne fera pas l'économie d'inclure le secteur libéral et les 130 000 infirmières libérales que compte notre pays dans la réflexion. Et je vous remercie en fait de votre participation parce que votre présence aujourd'hui en fait, prouve que vous l'avez en tout cas intégré. Voilà, et puis parmi les réflexions qui nous arrivent, Louise nous rappelle que déjà beaucoup d'infirmières libérales se perfectionnent en coordination pour manager l'interpro à domicile. Sylvie nous dit que attention aux métiers défavorisés sans formation adaptée. Il faut vraiment faire un effort et que les SIAD puissent évoluer. Que les renforts infirmiers qui ont été, c'est une autre réflexion de Louise qui nous dit que les renforts infirmiers qui ont été organisés pendant la crise Covid ont permis vraiment de constater l'insuffisance d'encadrement du personnel d'aide à domicile et que les infirmières libérales pourraient vraiment jouer ce rôle. Et puis enfin, attention à ne pas se perdre dans trop d'expérimentation. La HAD avance et la HAD c'est l'hôpital, alors que les infirmières libérales sont là. Elles sont prêtes, comme le rappelait Daniel Guilherme à l'instant et comme le rappellent nos internautes, à intervenir dans les EHPAD sous-médicalisés pour accompagner leurs patients et puis améliorer encore et toujours les choses et participer à cette réforme du grand âge. Et les réflexions de nos internautes auxquelles vous avez répondu, Sébastien, Louise, Christophe, Corinne, Sylvie, Jean-François, Philippe et bien d'autres que je ne cite pas mais que je remercie toutes et tous d'avoir posé leurs questions, sont évidemment très sensibles à votre présentation et à vos propos. Peut-être un ultime mot, Dominique Libaud, avant de refermer. Merci beaucoup de toutes ces remarques, réflexions. Je vous assure, et ce n'est pas vraiment une formule, mais moi, je dis, mais mon rapport est issu d'une concertation. Vraiment, c'est très souvent auprès des personnes de terrain que j'ai trouvé la plus grande richesse, quoi. Moi, c'est vrai que moi, j'essaye en tout cas d'être hyper attentif à ce que me disent les intervenants sur le terrain, parce que voilà, c'est eux qui sont au contact des personnes âgées. Et moi, je note avec énormément d'attention, effectivement, ce qu'ils disent et leur façon d'appréhender ce qui est nécessaire pour améliorer la prise en charge. Moi, je trouve que c'est extrêmement utile. Donc, continuez à réfléchir, continuez à nourrir le débat. J'espère, comme vous, que ceci va se concrétiser par des grandes ambitions d'ici peu, malgré les difficultés financières que j'ai évoquées. Et donc, oui, bien sûr, les infirmiers et les infirmiers libéraux sont un maillon essentiel de cette bonne prise en charge des personnes âgées dans notre pays demain, évidemment. Mille merci Dominique Libaud. Ainsi se referme cette séquence sur le grand âge. À présent, Daniel Guilherme, il est temps de conclure cette première journée de e-colloque. Voilà, nous avons entendu les propos du ministre de la Santé. Si nous l'avons bien entendu, se prépare à abattre les épaisses murailles pour donner plus d'activité, en tout cas pour, dans un avenir qui sera plus ou moins proche, donner plus d'activités et plus de missions aux infirmières libérales. On a entendu le directeur général de l'assurance maladie tout à l'heure nous dire que la deuxième tranche du BSI, en tout cas, ne s'appliquerait pas au 1er janvier 2021 et qu'il entendait négocier. Et là, on s'attend à un match intéressant entre la FNI et l'assurance maladie. On a entendu les messages de prudence, mais aussi d'encouragement du professeur Delfrécy, qui va réfléchir à l'inclusion des infirmières libérales dans la première phase de vaccination. Et puis, le message aussi de Dominique Libaud tout à l'heure sur la prise en charge de la dépendance. Daniel Guilherme, qu'est-ce que vous inspire ces différents propos et la richesse des échanges de cet après-midi? Je crois qu'à l'aune des échanges qu'on a pu avoir cet après-midi, on observe quand même les frémissements de changement de paradigme. C'est-à-dire que autant on avait effectivement des services centraux ou le ministère ou des tutelles qui avaient une vision assez
structuro-centré du système, c'est-à-dire basé essentiellement sur les établissements de santé, les hôpitaux, etc. etc. On sent aujourd'hui, à l'aune de la période qu'on a traversée, mais parce que les infirmiers, parce que les professionnels se sont investis, on voit qu'il y a une prise de conscience en fait, de la richesse que représente ce maillage territorial des infirmiers et infirmières libérales sur tout le territoire, l'importance du travail qu'elles réalisent en coordination clinique de proximité. Je le répète, ce sont les derniers professionnels qui appréhendent leurs patients dans leur contexte en fait, psychosocial, puisque ce sont les derniers professionnels à se déplacer au domicile des patients, ou quasi. Et en masse, et en première vague, on était les seuls professionnels de santé à nous déplacer. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Certes, il y a des murs à abattre. Certes, il y a des contraintes qui sont liées effectivement au contexte économique. Ce qu'il faut qu'on sauve aujourd'hui, c'est notre modèle social. C'est-à-dire réclamer toujours plus sans réfléchir, c'est plus un modèle. C'est plus un modèle. Et ce que nous enseigne la crise, c'est la richesse de notre modèle social. Et notre modèle social, il faut le sauver. Il faut le sauver d'abord par un investissement en fait dans la crise sanitaire pour casser les chaînes de contamination, mais après et ensuite pour effectivement réfléchir à mettre en place un système qui soit efficient, pertinent et qui fasse en fait une belle place aux patients. Merci Daniel Guilherme pour ces mots de conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet après-midi.